Les jungles étouffantes de l'Asie du Sud-Est ont présenté la scène pour l'une des confrontations les plus meurtrières de la guerre froide, où les philosophies de la démocratie, du communisme et du nationalisme se sont affrontées dans une guerre amère, brutale et sanglante. Le Vietnam est né des cendres de l'effondrement de l'Empire français, mais c'était un pays divisé, uni, avec les deux côtés rêvant d'unification, mais sans compromis quand il s'agissait de leurs propres croyances. Durant 19 ans et faisant plus de 2 millions de victimes, la guerre du Vietnam était autant une bataille de volonté qu'une bataille de tactiques et d'armes. Et à cet égard, le Nord communiste et leurs partisans dans le Sud, le Viet Cong, avaient de la volonté à revendre, à tel point que même la technologie de l'Ouest ne pouvait pas freiner leur volonté de victoire. Bien que le Sud du Vietnam soit finalement tombé aux mains du Nord communiste, l'histoire, en particulier à l'Ouest, considère le conflit comme une tragédie américaine, compte tenu des dommages qu'il a causés à la prestige, à l'influence et même à la société américaine. Cependant, les États-Unis n'étaient en aucun cas seuls lorsqu'il s'agissait de défendre le Sud-Vietnam. Ils ont fait appel à un certain nombre d'alliés clés pour les soutenir, pas seulement militairement, mais aussi diplomatiquement. Aujourd'hui, on discute de la guerre du Vietnam. Pour examiner l'implication d'un tel allié clé dans la guerre pour le Vietnam, l'Australie. Bienvenue dans les guerres du monde. Suite au retrait des forces françaises de la région en 1954 et à la création du Nord et du Sud Vietnam, chacun avec leurs propres alliés respectifs de la guerre froide, Moscou au nord et Washington au sud, les États-Unis craignaient qu'avec les Soviétiques et les Chinois, en soutien, le Nord finirait par submerger le Sud, créant un Vietnam communiste unifié. Cela aurait alors un effet domino sur les pays voisins, comme le Cambodge, affaiblissant considérablement l'influence occidentale dans la région et portant atteinte à la position des États-Unis sur l'échiquier mondial de la guerre froide. Les États-Unis ont donc instigé un vaste programme d'aide militaire au Sud-Vietnam et ont appelé les alliés qu'ils jugèrent les plus fiables à soutenir le programme. Cela incluait l'Australie, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Alors que les forces spéciales britanniques ont transmis leurs expériences de combat dans la jungle, le Royaume-Uni a choisi de ne pas déployer ses forces, aux grandes dames de Washington. Cependant, le gouvernement australien à Canberra a vu la situation qui se dégradait au Vietnam comme une menace, mais aussi comme une opportunité de renforcer les liens avec les États-Unis. À ce stade précoce, on estimait que fournir au Sud vietnamien les moyens et la capacité de combattre les guérilleros communistes du Sud, connus sous le nom de Viet Cong, serait la meilleure façon de sécuriser le pays, tandis que les forces américaines et alliées établissaient une forte présence dans la région pour dissuader toute implication directe du Nord. Fournir au Sud l'équipement était une chose, mais l'armée sud-vietnamienne avait peu d'expérience dans leur utilisation au combat. C'est pourquoi des conseillers ont été envoyés pour les former. Le 3 août 1962, 30 membres de l'armée australienne, sous la direction de l'expert en guerre de jungle, le colonel Francis Serang, sont arrivés à Viet Cong, capitale du Sud-Vietnam. Saigon, la capitale, abritait l'équipe de formation de l'armée australienne au Vietnam, simplement nommée l'équipe dans le jargon militaire australien. Travaillant seuls ou en paire, ces conseillers étaient intégrés dans l'armée sud-vietnamienne, soit en tant qu'instructeurs, soit dans certains cas en tant que commandants de terrain, travaillant à déloger les forces du Viet Cong qui avaient capturé d'énormes zones de campagne rurale, créant un scénario de guerre de zone pour Saigon et ses alliés. Avec le temps, cette force grandirait, pour finalement inclure environ 217 membres, et ils ont acquis une réputation d'être des chargeurs durs. Rejoignant ses rangs début 1965, il y avait Kevin Dasher Whitley, âgé de 28 ans. Whitley a montré son courage tôt dans sa tournée, quand lors d'un combat entre l'unité sud-vietnamienne à laquelle il était affecté et le Viet Cong, une petite fille s'est retrouvée prise dans les tirs croisés. Et sans penser au danger pour lui-même, il s'est précipité à sa position et a réussi à la mettre en sécurité. Quelques semaines plus tard, le Viet Cong a atteint Saigon le 13 novembre 1965,
il a aidé à éliminer ses forces autour du village de Trabon. Ces unités ont été ciblées et un autre Australien, John Swanton, a été blessé. Whitley a aidé à emmener son camarade chez les médecins proches. Alors qu'il y avait peu d'espoir pour eux, les Sud-Vietnamiens ont commencé à se retirer, mais Whitley a refusé de laisser Swanton, et il a été vu pour la dernière fois avec 2 grenades à main, attendant l'attaque du Viet Cong, qui ont par la suite été entendus détonner. Pour ses actions, Whitley a reçu à titre posthume la Croix de Victoria, la plus haute distinction pour bravoure dans les forces du Commonwealth, et la première des 4 attribuées aux Australiens pendant la guerre. Au moment où Whitley a été tué près de Trabon, l'Australie suivait déjà l'exemple des États-Unis et intensifiait son implication dans le conflit grandissant alors que l'armée nord-vietnamienne s'impliquait de plus en plus dans les combats, dans le sud, dépassant un simple rôle consultatif et instaurant une politique de combat direct. Le premier ministre australien Robert Menzies a fait l'annonce au Parlement australien le 29 avril 1965, déclarant « C'est notre jugement que la décision d'engager un bataillon au Sud-Vietnam représente la contribution supplémentaire la plus utile que nous puissions apporter à la défense de la région à ce moment. La prise de contrôle du Sud-Vietnam constituerait une menace militaire directe pour l'Australie et tous les pays du Sud et du Sud-Est de l'Asie. Il doit être vu comme une partie d'une poussée de la Chine communiste entre les océans Indien et Pacifique. Bien qu'il y ait naturellement eu quelques réticences à déployer des troupes de combat, en général, le mouvement a été soutenu par le peuple australien. Menzies, ayant anticipé que l'Australie devrait probablement renforcer son engagement, a introduit une nouvelle politique, qui était moins populaire. Menzies avait lancé le schéma du service national l'année précédente, permettant la conscription de jeunes hommes sains pour le service au Vietnam. Menzies a également fait face à l'opposition, plutôt inattendue, du premier ministre du Sud-Vietnam, Phan Oi Quat, qui craignait les avantages de la propagande pour les communistes si davantage de troupes étrangères entraient dans le pays, bien que la pression des États-Unis ait fait taire ses préoccupations. Menzies ferait plus tard face à la controverse sur les allégations selon lesquelles il aurait induit le Parlement en erreur sur les déploiements, puisqu'il l'a présenté comme En juin 1965, le premier régiment royal australien est arrivé dans la province de Ban Hoa pour commencer les opérations de combat. Ils étaient environ 800, et bien que cela représentait une goutte d'eau par rapport aux États-Unis qui avaient déployé plus de 200 000 hommes d'un point de vue diplomatique, ils envoyaient un signal fort que le monde occidental était uni pour stopper la propagation du communisme en Asie du Sud-Est. Cela a aussi consolidé les relations Australie-États-Unis que Menzies envisageait pour mener à un futur accord commercial et de sécurité favorable. Le 26 janvier 1966, Menzies se retire de la vie publique et est remplacé par Harold Holt, qui se rend bientôt aux États-Unis pour rencontrer le président Lyndon B. Johnson, pour affirmer le soutien de l'Australie à la guerre au Vietnam, déclarant que l'Australie était un ami indéfectible qui serait totalement avec LBJ. Holt s'est engagé à donner $1000 de plus. Malgré leur soutien aux États-Unis, les planificateurs australiens tenaient à s'assurer que leurs troupes n'étaient pas simplement une extension des forces américaines et cherchaient à obtenir autant d'autonomie tactique que possible. Cela a mené au déploiement majeur de l'Australie dans la bataille, la première force opérationnelle australienne, ATF, approvisionnée par la Marine royale australienne. Une ATF était initialement composée de 2 bataillons du Régiment royal australien, bien que ce nombre ait été porté à 3 en 1968, alors que le rythme des opérations s'intensifiait. Ces derniers étaient soutenus par un régiment d'artillerie et un escadron de chars Centurion de véhicules blindés de transport de troupes et d'équipes de forces spéciales SAS. Malgré son nom, la Nouvelle-Zélande a également engagé des troupes dans une ATF en fournissant des batteries d'artillerie supplémentaires et des compagnies d'infanterie, qui ont servi aux côtés de leurs alliés australiens. Pour leur part, la Force aérienne royale australienne a engagé des transports DHC-4 Caribou du Noum. 35 squadrons, dont la performance de décollage et d'atterrissage court et la conception robuste, les ont rendus extrêmement utiles au Vietnam. Ces derniers ont été rejoints par des hélicoptères Bell UH-1 du Nome. 9 squadrons, universellement connus sous le nom de US, et l'avion qui allait symboliser les combats au Vietnam.
la Marine royale australienne a également déployé des destroyers et des patrouilleurs pour assurer la sécurité maritime le long de la côte vietnamienne et pour arrêter et fouiller les navires vietnamiens qui pourraient approvisionner le Viet Cong en armes. Quelques mois après leur arrivée sur le théâtre, les troupes australiennes, qui comprenaient un grand nombre de conscrits, se retrouvèrent engagées dans ce qui allait s'avérer l'une des batailles les plus sanglantes de leur guerre au Vietnam. Le 18 août 1966, 108 hommes de la compagnie D, 6e bataillon, 6e régiment royal australien, se retrouvèrent encerclés par une force de 2000 Viet Cong et troupes nord-vietnamiennes près de la plantation de caoutchouc à Long Tan. La nuit précédente, ils avaient subi un lourd tir de mortier, et après que les renseignements australiens ont réussi à identifier l'origine du tir entrant, ils ont répondu avec de l'artillerie de campagne qui a fait taire l'attaque. Les hommes de la compagnie D ont donc été chargés de retracer d'où venait le feu, puis de suivre le retrait des communistes. Se rendant compte qu'ils étaient suivis, les troupes communistes ont décidé de faire demi-tour et de tenter d'encercler la force australienne, qu'ils surpassaient en nombre de 20 à 1. Subissant un feu nourri, les troupes australiennes se sont retranchées et ont repoussé vague après vague de troupes communistes, appelant des frappes d'artillerie très précises pour freiner davantage les attaques continues, tandis qu'une force de secours équipée de véhicules blindés de transport de troupes M113 fournis par les États-Unis continuait à renforcer la force sur place, a été rassemblée et conduite sur les lieux. Afin de maintenir la compagnie D en combat, 2 hélicoptères UH-1 du NOM. 9 squadrons ont bravé un feu ennemi intense pour apporter des munitions supplémentaires. L'obscurité était tombée lorsque les VAB avaient fait leur chemin jusqu'au lieu du combat et commencé à évacuer les morts et les blessés. Avec 18 hommes tués et 25 autres blessés, les Australiens ont initialement considéré la bataille comme une défaite. Toutefois, une fois la situation révélée, cette défaite s'est muée en une victoire éclatante. Les forces communistes se préparaient à lancer une grande attaque cette nuit-là. Cependant, le combat à Long Tan les avait retenus si longtemps que l'attaque a été annulée. De plus, bien que les chiffres exacts soient contestés par les deux parties, il est universellement admis que les pertes du Viet Cong et des Nord-Vietnamiens étaient nettement supérieures à celles des Australiens. Les chiffres australiens revendiquent jusqu'à 250 tués, bien que les historiens débattent de l'impact que cette perte a eu sur les opérations du Viet Cong dans la région. La bataille a démontré que même avec des conscrits peu enthousiastes, remplissant une grande partie de leur rang, les Australiens étaient une force avec laquelle il fallait compter, et le général américain William Westmoreland a exprimé plus tard son admiration pour ses alliés australiens. La puissance aérienne australienne a été augmentée le 19 avril 1967 lorsque la RAF a commencé à déployer des bombardiers Canberra électriques anglais à la base américaine de Phan Rang au sud du Vietnam, d'où ils effectuaient en moyenne 8 missions par semaine en soutien à la guerre contre les communistes. Malgré sa simplicité relative par rapport aux avions de guerre américains extrêmement avancés, tels que la Six Intruder, les Canberras se sont forgés une réputation enviable pour leur précision, livrant des bombes non guidées à moins de 45 mètres des points visés et volant aussi bas que 800 pieds pour fournir un soutien aérien rapproché aux troupes. La Six Intruder a servi en début de Seconde Guerre mondiale dans la force aérienne australienne. En Australie, les protestations anti-guerre réclamaient le retrait des troupes australiennes du front. Et bien qu'ils aient attiré beaucoup d'attention dans la presse, le soutien à la guerre était toujours assez fort. Ceci malgré le fait que le département de la défense australien lui-même a publié une étude concluant que si le Sud-Vietnam tombait aux mains des communistes, les menaces pour l'Australie seraient minimes. Cependant, ce sur quoi les Australiens étaient universellement d'accord vers la fin de 1967, c'est que bien que leurs troupes aient aidé les États-Unis et le Sud-Vietnam à empêcher ce dernier de tomber aux mains du Nord, une fin au combat ne semblait pas plus proche qu'au moment où Menzies avait annoncé au Parlement que des troupes australiennes seraient déployées presque 3 ans plus tôt. Puis, en 1968, le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne ont lancé leur massive offensive du Tet. L'offensive, bien coordonnée et frappant simultanément des lieux clés pour submerger les défenseurs du Sud, était familière au peuple vietnamien, et cela comprenait une attaque contre les troupes australiennes. Avant, les combats étaient très souvent une affaire de guérilla avec des embuscades et des attaques éclairs. Mais maintenant, c'était une guerre ouverte dans les rues du Sud-Vietnam, puis de retour à la campagne. C'était un pari énorme pour les forces communistes,
mais finalement un pari qu'ils perdraient, car c'était exactement le genre de guerre que l'armée australienne avait toujours voulu. L'offensive du Tet a finalement été un échec, mais dans un cruel twist d'ironie pour les vainqueurs, des scènes de carnage ont été diffusées sur les écrans de télévision partout en Australie, ne faisant qu'alimenter le ressentiment de continuer à faire combattre de jeunes Australiens pour une cause dont beaucoup doutaient désormais des mérites. Ainsi, alors qu'une force de l'ATF était sur le point d'atteindre son apogée avec 7672 Australiens et 552 Néo-Zélandais en 1969, l'écriture était déjà sur le mur car l'objectif de ramener les troupes à la maison est devenu un enjeu politique à Canberra. Pendant ce temps, les combats se prolongeaient, les forces communistes refusant obstinément de se soumettre. Comme si déloger les communistes de leur bastion ne sapait pas assez la force et le moral australien, de nombreux soldats australiens étaient également tués ou mutilés par des mines qui, lorsqu'elles étaient découvertes par les ingénieurs, semblaient plutôt familières. Il s'avérera plus tard que les mines étaient des dispositifs australiens de type saute-mouton posés par les Australiens eux-mêmes, le long d'une bande de 10 km entre Dado et la côte comme moyen de contenir le Viet Cong. Au lieu de cela, le Viet Cong a habilement déterré des milliers d'entre eux et les a réutilisés contre les Australiens. Après avoir initialement repoussé les troupes communistes lors de l'offensive du Tet, les troupes australiennes et américaines ont ensuite été chargées de couper toute infiltration supplémentaire vers Saigon. Mais le Viet Cong, toujours insaisissable, a réussi à contourner ses forces et à attaquer la ville en force le 5 mai. Ayant été vaincus, les communistes se sont retirés à la campagne et espérant leur porter un coup, une ATF a été réaffectée pour les couper. Établissant des bases de feu le long de leur route d'évasion nommées Coralie et Coogee. Coralie a subi une attaque lourde dans la nuit du 12 mai avec la brèche du périmètre australien et seulement une puissance de feu supérieure à l'armée australienne. Cela a sauvé la base d'être complètement submergée. Coralie serait à nouveau attaquée le 22 mai après quoi les Australiens sont passés à l'offensive, y compris en utilisant des chars Centurion pour avancer sur le quartier général de l'armée nord-vietnamienne régionale. En établissant une nouvelle base de soutien au feu nommée Bao Moral, les Australiens ont subi une lourde attaque le 26 mai suivie de plus d'attaques dans les jours suivants, les combats se poursuivant jusqu'en juin, alors que les Australiens se battaient pour prendre le contrôle de la zone. Encore une fois, le combat était plus proche de la guerre conventionnelle dans la jungle. Par opposition aux actions de guérilla, il s'agissait de la plus grande bataille au niveau de l'unité de la guerre de l'Australie, revendiquant jusqu'à 267 soldats ennemis, tués au prix de la perte de 25 des leurs. Ayant atteint leur apogée en 1969, le nombre de troupes australiennes était maintenant sur le point de diminuer, car le gouvernement australien maintenant, sous la direction de Jean Gordon, a décidé de recentrer l'effort australien sur la formation des Sud-Vietnamiens pour prendre en charge la majeure partie des opérations de combat. Cela reflétait la politique américaine, connue sous le nom de vietnamisation, et incluait des membres de l'unité des affaires civiles de l'Australie qui travaillaient à gagner les cœurs et les esprits des Sud-Vietnamiens dans le but d'écraser le soutien local au Viet Cong. En novembre 1979, 8 du régiment royal australien a été retiré à la fin de sa mission, mais il n'a pas été remplacé, signalant le début du retrait des troupes australiennes. Cependant, cela n'allait pas assez vite pour beaucoup de gens à la maison, car des centaines de milliers de manifestants anti-guerre ont envahi les rues, entraînant souvent des affrontements violents avec la police. Des milliers de jeunes hommes refusaient également de s'enregistrer pour la conscription au Vietnam. Il faudrait encore 2 années complètes avant que les opérations de combat ne cessent et que les troupes rentrent chez elles en décembre 1972. Cependant, l'équipe est restée dans le pays un peu plus longtemps, poursuivant leur rôle consultatif vital. Lorsqu'ils se sont également retirés l'année suivante, ils avaient perdu 33 hommes au combat, avec 122 autres blessés, mais ils avaient gagné 3 autres croix de Victoria pour rejoindre celle de Whitley. Des soldats australiens ont protégé l'ambassade australienne dans le pays jusqu'à l'évacuation du personnel en 1902, avant que Saigon ne tombe finalement en 1975, mettant fin à la guerre au Vietnam. Au total, environ 60 000 Australiens ont servi au Vietnam, dont un peu plus de 15 000 étaient des conscrits, 521 Australiens et 37 Néo-Zélandais, combattant avec une ATF, ont été tués au cours de la guerre,
et des milliers d'autres ont été blessés, tandis que d'innombrables autres ont souffert des effets des troubles de stress post-traumatiques. Analyser les sentiments de l'Australie à propos de la guerre aujourd'hui est peut-être plus difficile que lorsqu'on examine l'implication des Américains. Étant beaucoup plus proche du Vietnam que le continent américain, de nombreux Australiens se sentaient véritablement menacés par l'expansion communiste en 1965 alimentée par le soutien chinois, quelque chose qui continue d'être ressenti par de nombreux Australiens aujourd'hui. La conduite de la guerre, en particulier la conscription, est controversée. Beaucoup d'Australiens pensent que la guerre pourrait être désastreuse sans conscription. De telles mesures ne devraient être prises que si l'Australie est directement attaquée, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme aux États-Unis, l'implication australienne au Vietnam a sérieusement terni la réputation du gouvernement et a engendré du ressentiment à leur égard, tout en influençant la culture australienne et même l'identité australienne. Mais indépendamment de l'impact plus large sur la société australienne, de nombreux Australiens sont fiers de l'engagement de leur personnel de service et de l'héroïsme et de l'engagement qu'ils ont démontré en combattant une guerre qui, même à l'époque, beaucoup considéraient comme ingagnable. Et voilà la guerre du Vietnam de l'Australie. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.